Monsieur Jean Mobilier, apparemment vous êtes fiché S. Qu'est-ce que ça fait d'être fiché S et quelles sont les conséquences dans sa vie quotidienne? Oui, effectivement, c'est un stigmate, un stigmate politique, policier, judiciaire, juridique, qu'on vous colle de manière arbitraire. C'est vraiment, c'est discrétionnaire. C'est l'État qui décide. Le préfet, les services de police, le ministère de l'Intérieur décident de vous mettre une fiche S. Alors, de ce que j'ai appris, c'est qu'il y a plusieurs catégories. Ça va de 1 jusqu'à 13 ou 16, je ne sais plus. Et selon le degré où vous êtes susceptible d'être dangereux, Alors que les services de police me connaissent depuis que j'ai commencé à militer, depuis les années 70, et ils savent parfaitement que je n'ai absolument rien à me reprocher, que je n'ai aucun lien avec des organisations terroristes ou violentes ou je ne sais quoi. Enfin, voilà, je suis militant. Et le fait d'être militant aujourd'hui, ça vous vaut d'être criminalisé, malheureusement. Et donc une fiche S, c'est un dispositif policier qui vous contrôle à chaque fois que vous rentrez du territoire, vous sortez du territoire. Et aujourd'hui, ça va même plus loin parce que c'est l'espace Schengen qui est concerné. C'est vous rentrez par l'Italie, par l'Allemagne, par je ne sais où, ben vous êtes arrêté à la douane, on vous met de côté comme un pestiféré et vous passez une demi-heure, 20 minutes selon les douaniers, selon le zèle. Et on vous dit, vous êtes allé où, qu'est-ce que vous êtes allé faire, on vous fouille. Moi, on m'a fouillé carrément jusque dans mon portefeuille. On m'a pris des adresses. Je revenais du Forum social mondial à Tunis et on m'a pris les adresses et les coordonnées des organisateurs du forum. C'est quand même fort de café, quoi. Donc c'est embêtant, effectivement, sur votre vie personnelle. Et avoir une fiche S, moi j'en ai payé les conséquences en étant interdit d'intervention dans plusieurs endroits. À l'université de Lyon 2, ils ont fait annuler un colloque. Les fachos et les identitaires et les islamophobes et les printemps républicains et autres se sont acharnés parce qu'ils ont appris que j'avais une fiche S pour essayer de me salir là où ils pouvaient. Ils sont même allés jusque dans nos rangs, si je puis dire, puisqu'il y avait le Moussem de l'immigration de la tricontinentale qui devait avoir lieu, organisé par la TMF à Gennevilliers. Eh ben, j'étais déprogrammé la veille de l'intervention. Donc ils ont fait pression pour que les organisateurs, qui sont pourtant des gens issus de l'immigration, soi-disant des militants historiques de l'immigration, ben, ils ont cédé à la pression de ces gens-là. C'est une maladie contagieuse alors? Oui, enfin, c'est une maladie contagieuse, oui, que c'est le gouvernement qui décide quand est-ce qu'elle devient contagieuse ou pas, quoi. S'il veut vous ficher, c'est son pouvoir discrétionnaire. Et il n'y a aucun recours possible? Si, alors les recours, mais bien sûr, j'ai sollicité la CNIL, parce que la démarche classique, c'est d'écrire à la Commission nationale informatique et liberté pour demander d'avoir accès à son dossier, à son fichier, savoir quelles sont les informations qui sont dedans. Donc quand ils sont gentils, que vous n'avez pas de problème grave, ils vous envoient les informations, vous pouvez rectifier. Et quand c'est raison d'État, sécurité d'État, ils vous disent « Ah ben non, vous avez qu'à saisir le tribunal administratif, nous ne pouvons pas vous communiquer les informations sur votre dossier. Saisissez le tribunal administratif. » Et donc nous, on a saisi carrément le Conseil d'État pour gagner une étape et pour pouvoir justement obtenir une jurisprudence, parce que c'est pas possible qu'en étant, j'allais dire, propre, n'ayant pas de lien avec des organisations terroristes, on vous colle une fiche de terrorisme. Oui, effectivement. Alors, et comment votre passé militant peut peut-être expliquer l'attitude qu'ils ont à votre égard? Alors moi, je suis un peu, enfin, moi, j'allais dire, c'est l'ADN politique, c'est l'ADN, je sais pas, familial. Moi, je suis fils de résistant. Donc moi, j'ai entendu depuis tout petit les faits de guerre, j'ai entendu des faits de résistance, j'ai entendu ce qu'ont subi mon père et ses camarades de lutte dans le maquis tunisien pendant des années. Il a été pendant 5 ans, il a pris les armes et il a essayé de défendre son pays. Donc la Tunisie se libère en 56, moi je suis né en 57, donc toute ma petite enfance je l'ai vécu sur les genoux des résistants, des résistants tunisiens, les authentiques, les vrais, dont certains ont été exécutés d'ailleurs par le pouvoir par la suite. Donc je ne pouvais pas avoir une autre culture que la culture de la résistance, à l'oppression, à l'occupation, à la colonisation, à l'injustice. Et quand j'entendais ce qu'ont vécu les résistants tunisiens, ça fait effectivement un background de révolte contre l'injustice. Donc c'est vrai que tous mes engagements après, que ce soit avec mon père à l'âge de 12-13 ans, pour défendre ses droits de travailleurs, ses camarades de chantier, pour défendre leurs droits face aux patrons véreux, ça m'a amené à être en confrontation avec le système très tôt. Donc toute ma vie, j'ai été dans une posture de révolte, de confrontation avec l'injustice et avec le pouvoir injuste. Et c'est vrai que quand vous avez en face de vous une administration, la police, un État, etc., qui de surcroît vous considère comme un sous-citoyen, comme un descendant de colonisien, descendant de Félouz. Moi j'ai connu en Ardèche, les racistes nous appelaient « Félouz, Petit Félouz ».
Ça veut dire, c'est petit Félaga, c'est le lien avec l'Algérie, avec les combattants, avec les Félagas, il était très rapidement fait, puisque c'était dans les années 70, donc ils avaient la mémoire vive. Pardonnez-moi, monsieur, mais il y a eu, sous l'ère de Hollande, avec les attentats terroristes qui ont eu lieu, tout de même 5000 perquisitions. Et donc, est-ce que tous ces gens-là étaient fichés S? Et concrètement, c'était quelque chose de terrible pour ces gens-là. Et ça s'est soldé finalement par moins de 10 arrestations. Effectivement, il n'y a même pas eu 6 procès, je crois, en lien avec le terrorisme, sur plus de, voilà, près de 5000 perquisitions. Donc là, ça a été d'ailleurs un phénomène révélateur de la nostalgie de certains policiers, gendarmes, etc., par rapport à ce qui se passait en Algérie, par rapport à la guerre d'Algérie. Ils ont débarqué, comme on débarquait dans la Casbah, en cassant tout, en violentant les gens, les enfants, les vieux, les femmes. Moi j'ai eu des témoignages, à CRI on a traité quelques affaires qui sont mais révoltantes tellement l'état de droit a été bafoué, piétiné, et il y a eu même des propos racistes, ouvertement racistes, néocoloniaux, des gens qui sont nostalgiques. On va vous montrer ce que vous avez fait en Algérie, là, etc. Il y a eu des propos, voilà, des gens qui étaient dans une forme de revanche. Et en plus, ils ne pouvaient s'en donner qu'à joie, puisque le pouvoir politique les a avalisés, leur a donné le feu vert pour ça. Donc aller taper du bougnoul, aller taper du musulman, aller fracasser femmes et enfants, ben, ils se sont régalés. Et effectivement, il y a des gens, ils ont quitté la France. Moi, des familles, ils ont dit, on reste plus ici. Donc, tous ces gens-là, ils ont eu le malheur simplement d'être musulmans. Ils ont voulu taper un grand coup dans la fourmilière, comme ils disent, et ils ont raflé le plus large. C'est des rafles. La France, malheureusement, elle a une tradition des rafles. Oui. Merci. Le corps de la police, le corps de la gendarmerie n'est pas complètement pourri, et Dieu merci. Il y a des gens qui sont honnêtes, il y a des gens qui, effectivement, ont une déontologie, il y a des gens qui ont de l'humanisme et qui se révoltent. Et pas seulement par rapport à la question des perquisitions qui ont eu lieu, le contrôle aux faciès dans les banlieues, les bavures policières, les violences policières. Il y a des gens, la politique du chiffre de Sarkozy ne l'ont pas supporté, effectivement, des policiers qui se suicident. Mais, de manière globale, quand on s'en prend comme ça à une population, qu'on la cible et qu'on fait comme ça des descentes par milliers en ciblant une catégorie de la population, bah ça s'appelle quoi? Ça s'appelle des rafles, ça s'appelle effectivement une politique raciste, une politique islamophobe. Oui, pendant la guerre d'Algérie, on a toujours eu quand même des groupes d'intellectuels, voire certains journalistes qui ont pris parti pour la justice. Où en est-on aujourd'hui en France à ce niveau? Alors, malheureusement, il y a deux choses en France, et je le dis souvent, qui posent problème. C'est la question de la Palestine et la question de l'islamophobie, sur lesquelles, particulièrement l'islamophobie, on a trouvé un consensus. Avant, moi j'ai connu les années 70, on avait des militants de gauche, humanistes, chrétiens, etc., qui se battaient avec nos parents ou avec nous, en disant oui, la cause des travailleurs immigrés, c'est pas normal, ils sont exploités, etc., les jeunes des quartiers, etc., etc. Et dès que l'islam est apparu, eh bien, c'est devenu quelque chose un repoussoir politique qui a fait une coalition qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et nous qui pensions pendant des années que la gauche et l'extrême gauche c'était nos copains, nos amis, nos camarades de lutte et nos compagnons de lutte, on s'est rendu compte qu'ils étaient sur la même longueur d'onde dès qu'il s'agit de l'islam. Et l'événement de Ilham Moussaïb, la jeune candidate du NPA qui voulait se présenter avec son foulard, eh bien, on a vu la montée en force du numéro 2 de la LCR et de gens de lutte ouvrière. Moi j'étais à lutte ouvrière, j'ai eu honte quand j'ai vu Arlette Laguillet, bras dessous avec Fadela Amara, chasser des filles voilées qui manifestaient le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, d'une manifestation. Ils leur ont craché dessus, ils les ont chassés, et j'ai eu honte d'avoir été dans lutte ouvrière à ce moment-là. Donc effectivement, la question de la solidarité, elle s'arrête au seuil de l'islam en France. Alors on a eu une pseudo-solidarité qui était du paternalisme, et moi je pèse mes mots. La véritable solidarité, elle a commencé un peu avec la pastorale des migrants, mais c'était toujours un peu dans une forme de compassion, une sorte de main tendue du chrétien qui au nom de la Bible devait tendre la main à l'étranger, à l'orphelin, aux pauvres, etc. Mais moi je veux pas de ça, moi. C'est pour ça que j'ai créé en 81 l'association de solidarité avec les travailleurs immigrés, dans laquelle il y avait des militants communistes, humanistes, etc. Parce qu'on me parlait de solidarité, et on me parlait d'égal à égal. Et là, je me suis retrouvé un peu plus à l'aise. Mais malheureusement, avec le temps, on s'est rendu compte que toutes ces dynamiques de gauche et d'extrême gauche sont devenues des mouvements paternalistes, qui en perte de vitesse, que ce soit syndicales, politiques, militants, altermondialistes, anticoloniaux, etc.,
sont retrouvés en perte de vitesse, en perte de troupes, et ont commencé à racoler chez les musulmans. Et aujourd'hui, moi j'ai vu des gens qui doivent encore leur existence simplement parce qu'ils sont accaparés quelques-unes de nos luttes qui sont érigées en porte-parole de nos problématiques. Eh ben voilà, donc voilà, aujourd'hui ce n'est plus de la solidarité, c'est une forme d'assistanat, une forme de paternalisme qui aggrave la situation en réalité. Et donc sur le plan idéologique, comment êtes-vous passé de lutte ouvrière aux jeunes musulmans? C'est vrai que moi je suis fils d'ouvrier, fils de résistant. Mon père, quand il a libéré son pays avec les hommes et les femmes tunisiens, eh ben, le pouvoir a été pris par Bourguiba. D'ailleurs, je viens de mettre sur Facebook aujourd'hui, vous pouvez regarder sur ma page, Bourguiba en pleine résistance contre le colon et contre l'occupant. On le voit avec un journal La Croix, avec un chapeau, avec un queue de pie, une canne, je sais pas quoi, il se balade comme ça dans les rues de Paris, vraiment très à l'aise, loin des champs de combat, loin de la résistance, voilà. Donc ces gens-là, quand ils ont pris le pouvoir en Tunisie, ils ont éliminé les résistants de la scène politique, et mon père s'est retrouvé docker, donc il s'est retrouvé ouvrier docker à descendre des sacs de blé avec son dos, etc. Donc j'ai grandi avec les habitus, comme dirait Bourdieu. Voilà, moi, ma classe, c'est la classe ouvrière. Je n'ai pas de déni, j'ai pas de problème avec ça. Donc, pardon, la question c'est... Oui, alors, du coup... Voilà, donc automatiquement, je ne pouvais qu'être du côté des travailleurs. Quand j'ai croisé à la sortie du lycée un jour un gars de Lutte ouvrière qui vendait le journal Lutte ouvrière, j'ai regardé, je dis ouais, les travailleurs, machin, on s'est mis à parler. Donc je suis tombé dans le truc, quoi. Je dis bah ouais, mais ça me parle, moi je suis fils d'ouvrier, les travailleurs. J'étais dans un lycée technique, en plus j'allais sortir du lycée pour aller dans le monde du travail. J'ai dit bah c'est bien de prendre un peu des armes, quoi. Je vais pas y aller comme ça dans le champ de bataille les mains vides. Et donc j'ai pris avec eux, je me suis lié de sympathie. Après ils ont commencé à venir me visiter. Enfin ma famille les connaît. Moi j'étais encore jeune, je sortais de l'adolescence, ils venaient jusque chez moi à l'Ardèche, ils venaient les manger à la maison, etc. Voilà. Donc ils m'ont pris en main, entre guillemets, je me suis engagé avec eux, j'ai trouvé quand même, malgré l'athéisme, malgré le matérialisme, malgré tout ce que vous voulez, un fond d'islam en eux, mais j'étais pas encore musulman, j'étais pas dans la pratique, moi j'étais un jeune voyou de quartier, tout ce que tu veux, un jeune qui vivait sa vie, qui en avait rien à foutre. Voilà, pour moi la question de l'islam c'était une question secondaire, j'étais musulman sociologique, mais j'étais pas du tout pratiquant. Mais quand je les voyais, mais j'avais un respect pour l'islam quand même, parce que mon père était pratiquant, voilà, donc j'ai grandi aussi musulman. J'avais un respect, et quand je regardais Lutte ouvrière, leurs programmes, leurs revendications, la dénonciation des trusts, des guerres, etc., je me disais mais ce qu'ils disent, c'est quand même intéressant. Et après, moi, en 79, donc j'ai eu un drame familial, j'ai mon frère qui est décédé, Allah yarhamou, que Dieu lui accorde sa miséricorde, et ça m'a été un électrochoc pour dire, au-delà de la dimension matérielle, il y a une dimension qui est dans l'au-delà, et c'est quoi cette dimension de l'au-delà? Et là, je me suis posé des questions, je suis venu à l'islam, et je leur ai dit, et certains doivent s'en rappeler, les cadres qui me suivaient, ils s'en rappellent, je leur ai dit, écoutez, moi, aujourd'hui, je ne peux plus rester avec vous, parce que j'ai trouvé quelque chose que vous ne pourrez jamais m'apporter. C'est une dimension transcendantale, c'est un lien que vous n'avez pas, c'est une source que vous n'avez pas. Par contre, le jour où vous ferez la révolution, vous me trouverez avec vous sur les barricades. Parce que certaines de vos luttes, certaines de vos causes me parlent au nom même de mon islam. Et mon islamité, mon retour à l'islam, a renforcé ma détermination à lutter contre l'injustice et à être auprès des pauvres, comme l'a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a X situations où il a été en direction des pauvres, auprès des opprimés, auprès de ceux qui subissent les injustices. Alors...